Je m'appelle Sophie Belmont. J'ai 59 ans. Le 22 décembre, je me tenais dans ma cuisine à Lyon, mon téléphone pressé contre mon oreille, tandis que mon frère m'expliquait, avec un calme déconcertant, que le réveillon de Noël au domaine familial était devenu une soirée de réseautage de haut vol et que ma présence mettrait probablement tout le monde mal à l'aise. Il le disait avec douceur, presque de manière professionnelle, comme s'il annulait une réunion plutôt que d'exclure sa propre sœur de sa famille. Je me souviens avoir fixé la photo encadrée sur mon comptoir pendant qu'il parlait. Dessus, j'étais plus jeune, je riais, une fleur à la joue. Tout le monde s'agglutinait autour de moi, comme si j'avais encore ma place au centre de cette image. Au moment où l'appel a pris fin, je ne me sentais plus comme une personne sur cette photo. Je me sentais comme une erreur de montage, quelqu'un que l'on avait effacé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, je comprends. Même si je comprenais bien plus qu'il ne l'imaginait. Il pensait écarter une sœur aînée qui n'avait plus d'importance. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais passé 25 ans à bâtir l'entreprise dont il se servait désormais comme d'une scène. Et j'avais enfin cessé de confondre le sang et la loyauté. J'ai passé le réveillon de Noël seul dans mon appartement. Puis, juste après minuit, mes parents ont appelé, la voix tremblante, me demandant ce qui se passait aux informations. Avant de vous dire pourquoi, dites-moi une chose. Quelle heure est-il chez vous, d'où regardez-vous, et quel temps fait-il? Je me demande toujours jusqu'où une histoire comme celle-ci peut voyager. Quand les gens apprennent ce qui s'est passé ensuite, ils supposent toujours que la trahison a commencé par un moment dramatique, une signature, un mensonge ou un éclat de voix lors d'un dîner. Il n'en a rien été. Cela a commencé comme commencent généralement les trahisons familiales, assez petit pour être ignoré, répété assez longtemps pour être normalisé. J'avais fondé Finard 25 ans plus tôt avec 2 autres analystes de risque, dans un bureau loué au-dessus d'un ancien magasin de meubles dans le Vieux-Lyon. Nous bâtissions des architectures de détection de fraude pour des institutions financières de taille moyenne, bien avant que cette expression ne soit assez glamour pour que les investisseurs la répètent dans des podcasts. J'ai écrit les premiers modèles de détection moi-même, je vivais au café de distributeur automatique, je dormais sous mon bureau 2 fois par semaine, et j'ai appris très tôt que lorsqu'une femme construit quelque chose à partir de rien, les gens l'admirent jusqu'au moment où ils imaginent pouvoir le lui prendre. Mon frère Ryan a rejoint l'entreprise bien plus tard, après son école de commerce, après ses costumes sur mesure, après avoir appris à sourire à pleines dents tout en ne disant strictement rien. Il avait 10 ans de moins que moi, charmant dans les salons où j'étais direct, à l'aise avec les gens d'une manière dont je n'ai jamais eu le souci. Au début, j'étais fière de lui. Je pensais qu'il renforcerait ce que j'avais construit. Au lieu de cela, il l'a étudié. Il a appris quels investisseurs répondaient à la confiance plutôt qu'à la compétence, quels membres du conseil préféraient une belle histoire à une vérité complexe, et quels membres de la famille pouvaient être dressés à répéter sa version de la réalité s'il leur servait assez lentement. Le premier véritable avertissement a eu lieu lors d'un week-end dans un chalet en Haute-Savoie. Il appelait cela une « remise à zéro familiale ». Il disait que nous avions tous besoin de couper avec les téléphones et le bruit de la ville. Mes parents sont venus de la Côte d'Azur, le temps d'une soirée fragile, cela a presque semblé réel. Vin au coin du feu, jeux de cartes, vieilles histoires. Cette chaleur qui vous fait ignorer l'écharde qui s'enfonce dans votre peau. Après le dîner, Ryan s'est glissé à mes côtés sur la terrasse alors que la neige tombait sur le lac et il m'a interrogé sur le moteur de conformité que je développais en silence depuis 2 ans. Il présentait cela comme de l'admiration. Sophie, comment fais-tu pour que le modèle signale les comportements complexes sans submerger les analystes de faux positifs? C'était le genre de question que seule une personne très attentive poserait. J'en ai dit plus que j'aurais dû. Pas le code source, pas assez pour le reproduire facilement, mais assez pour esquisser l'architecture. Je me souviens avoir vu le reflet de l'écran de son téléphone dans la porte vitrée pendant une demi-seconde avant qu'il ne le range. À l'époque, je me suis dit que j'imaginais tout. Des semaines plus tard, j'ai retrouvé des phrases de cette conversation dans une note de stratégie interne qui portait le nom de mon frère partout, et le mien nulle part. Pas identique, pas assez pour une simple accusation, mais assez proche pour me nouer l'estomac. Quand je l'ai confronté,
il a souri et a dit que nous étions des « penseurs alignés ». C'était son tour favori. Il ne niait jamais le vol. Il le dissolvait, le transformait en synergie, en vision partagée. Ensuite, il a atteint mes parents avant moi. Soudain, j'entendais dire que j'étais devenue difficile, territoriale, réticente à partager, peut-être un peu amère de vieillir dans une industrie jeune. Ma mère m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement être heureuse que Ryan soit bon avec les gens. Mon père a dit que j'avais toujours été brillante, mais qu'il me manquait de la distinction. De la distinction. J'avais construit la machine qu'ils applaudissaient désormais, et pourtant, la conversation familiale tournait autour de mon ton. Ce qui rendait la chose pire, c'est qu'une partie de moi voulait encore croire que j'exagérais. C'est la cruauté de la trahison familiale, vos instincts hurlent bien avant que votre cœur ne veuille témoigner. Alors j'ai commencé à documenter discrètement. Fils de mai, notes de réunion, journaux de développement, captures de dépôt, mémos vocaux. Après chaque conversation étrange, je rencontrais un avocat spécialisé en propriété intellectuelle à Paris sous prétexte d'une conférence, et je passais 4 heures à créer la trace écrite que j'aurais dû constituer bien plus tôt. Il m'a dit quelque chose que je garde en tête, le voleur le plus dangereux est celui qui croit que l'accès vaut propriété. J'ai signé chaque document d'une main tremblante. Pas parce que je doutais encore de Ryan, mais parce que je détestais ce que signifiait accepter la vérité. Cela signifiait que mon frère ne voulait pas simplement réussir. Il voulait une version du succès où je deviendrais invisible au sein de ma propre vie. Et pourtant, parce que les familles nous dressent à espérer contre toute évidence, je lui ai donné une chance de plus. J'ai accepté de participer à une réunion de stratégie privée chez Finard et j'ai gardé mes explications vagues. Je ne lui ai jamais donné le cadre propriétaire. Je ne lui ai jamais donné les poids du modèle ni les chemins d'apprentissage. Mais j'avais sous-estimé tout ce qu'un opportuniste habile peut voler à partir des contours, de la structure et de l'assurance seule. Il n'avait pas besoin du tout. Il avait juste besoin d'assez pour vendre l'illusion que c'était déjà à lui. Si l'on vous a déjà fait sentir paranoïaque pour avoir protégé ce que vous aviez bâti, vous connaissez la solitude de cette étape. Vous commencez à vous demander si vous êtes froide, égoïste, mesquine. En vérité, vous êtes simplement debout, seul, avec quelques minutes d'avance sur le mensonge. Le moment où j'ai cessé de douter de moi est arrivé à Lyon en novembre, bien que je n'étais pas censé y être. Ryan m'avait dit que le gala annuel des investisseurs était un événement privé, routinier, sans intérêt stratégique. Je l'aurais peut-être cru s'il n'avait pas eu l'air si satisfait en le disant. Ce soir-là, j'étais dans mon appartement à réchauffer une soupe dont je n'avais même pas envie, lorsqu'un ancien collègue m'a envoyé un lien de diffusion LinkedIn avec un seul message « Étais-tu au courant ?» J'ai cliqué, et il était là, sur scène sous un éclairage bleu saphir, avec le logo de Finard tournant derrière lui, acceptant un prix d'innovation pour un moteur de conformité prédictif qui était indéniablement basé sur le système que j'avais construit. Il n'a pas prononcé mon nom une seule fois. Il a remercié le conseil, l'équipe consultative, sa femme, même nos parents pour lui avoir appris la résilience. Puis il a fait défiler des diapositives qui m'ont glacé le sang. Pas seulement des concepts généraux cette fois. Il avait mon langage structurel, ma hiérarchie de signalement, ma logique de priorisation, et même une métaphore visuelle que j'avais utilisée dans une note privée des mois plus tôt, comparant les risques financiers cachés à la météo se formant sous la ligne de radar. Je suis resté figé sur mon canapé tandis que les commentaires inondaient le direct, visionnaire, brillant, l'avenir de la conformité. Et puis, la caméra a basculé vers les tables où mes parents souriaient comme s'ils l'avaient personnellement conçu. C'est cette nuit-là que quelque chose s'est durci en moi, non pas en rage. La rage brûle trop fort et trop vite. Ce qui s'est installé en moi, c'était de la précision. J'ai d'abord appelé mon avocat. Puis j'ai appelé une journaliste en qui j'avais confiance, une femme à Paris que j'avais rencontrée des années plus tôt lors d'un panel sur l'éthique réglementaire et le travail invisible dans la tech. Elle s'appelait Tessa Monroe, et elle avait l'esprit qui ne se laissait pas séduire par le charme. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à parler officiellement encore, mais que je voulais qu'elle comprenne ce que je possédais. À la fin de cet appel, elle est devenue très silencieuse. Puis elle a dit, « Sophie,
si ta documentation est telle que tu la décris, ce n'est pas un litige familial. C'est une histoire de fraude déguisée en affaire de famille. Cette phrase a tout changé. Au même moment, Ryan a accentué l'isolement à la maison. La Toussaint approchait et je n'avais aucune nouvelle. Aucune invitation, aucun emploi du temps, aucune excuse, rien du tout. Le matin même, j'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai trouvé un carrousel de photos professionnelles de ma famille réunie dans la maison de vacances de mes parents. Linge assorti, rire travaillé, bougies, vaisselle coûteuse, et Ryan au centre, découpant la dinde comme un roi bienveillant. Ma mère avait mis comme légende, reconnaissante pour ceux qui sont là les uns pour les autres. J'ai fixé cette phrase pendant très longtemps. C'est fascinant de voir à quel point la cruauté devient visible lorsqu'on la décore. Ce même week-end, j'ai pris la vraie décision. Je ne me contenterai pas d'exposer ce que Ryan avait fait, je supprimerai le sol sous la version de la réalité sur laquelle il se tenait. J'ai appelé 2 ingénieurs seniors qui avaient discrètement quitté Finart au cours des 3 dernières années après s'être plaints, hors procès-verbal, que la direction étouffait ceux qui faisaient le vrai travail. L'un était à Lille, l'autre à Toulouse. Tous 2 avaient regardé Ryan s'élever en présentant le travail des autres comme une stratégie polie. Tous 2 ont dit oui avant même que j'aie fini mon offre. En 2 semaines, nous avions l'ossature d'une nouvelle entreprise, Ledger North. Pas flashy, pas lisse, juste honnête. Nous l'avons conçu autour du moteur que Ryan avait essayé de faire passer pour sa percée, sauf que cette fois, il serait lancé sous le nom de la personne qui l'avait réellement construit. Les gens aiment imaginer la vengeance comme un acte explosif, mais la vengeance la plus efficace est souvent administrative. Contrats, journaux, témoins, sauvegarde, date. Si la colère est le tonnerre, la documentation est le climat. Début décembre, Tessa avait vu assez de preuves pour commencer à écrire son article sous embargo. Mon avocat avait des lettres prêtes pour le conseil, pour les investisseurs, pour le conseil externe de Finart. J'avais obtenu une validation indépendante de mon calendrier de développement original par 2 spécialistes universitaires et 3 environnements de tests archivés. Il ne resterait plus aucune défense possible quand cela éclaterait. Puis Ryan a appelé 3 jours avant Noël et m'a dit de ne pas venir. Il a dit que la maison serait pleine de clients, de contacts du conseil, de gens qui pourraient se sentir mal à l'aise étant donné mes tensions récentes avec lui. Tensions récentes ? Comme si j'étais le problème social dans une pièce remplie de vols. J'ai écouté jusqu'à la fin, puis j'ai posé une question. Maman, sait-elle que tu me dis cela ? Il a hésité un peu trop longtemps avant de répondre. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce serait plus simple. Sophie, c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose auquel je résistais depuis des années. Ryan avait peut-être commencé la trahison, mais mes parents avaient choisi le confort de sa version. Parfois, la blessure la plus profonde n'est pas qu'une personne vous fasse du mal, c'est que tout le monde trouve plus pratique de qualifier ce mal de « compliqué ». Après cet appel, j'ai envoyé à Tessa un message de 2 mots, feu vert. J'ai autorisé mon avocat à remettre les dossiers aux investisseurs à 23h50 la veille de Noël. J'ai programmé le lancement discret de Ledger North pour minuit 1. Et puis, j'ai préparé un dîner pour une personne. Je me suis assise dans mon appartement avec un verre de rouge que je goûtais à peine, et j'ai attendu minuit pour dire la vérité. Le réveillon de Noël fut presque insupportablement ordinaire jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. C'est ce dont je me souviens le plus, le lave-vaisselle qui ronronne, la neige qui s'accumule sur la rambarde du balcon, une seule bougie allumée à côté de l'évier parce que je ne supportais pas de voir à quel point l'appartement semblait vide sans un petit acte de défiance face à l'obscurité. Vers 21h30, j'ai failli tout annuler. Non pas parce que Ryan méritait la miséricorde, mais parce que j'imaginais soudain le rayon d'explosion trop clairement. Mes parents se réveillant avec les gros titres. Les employés de Finart qui n'avaient rien à voir avec cela perdant leur sécurité. Ma nièce entendant les adultes chuchoter. Quand la justice arrive, elle ne frappe jamais seulement à la porte des coupables. Puis mon téléphone a vibré avec un message d'un analyste junior toujours chez Finart, quelqu'un que j'avais mentoré des années auparavant. Il m'avait envoyé une photo de la fête de Noël chez mes parents. Ryan se tenait devant un écran de projection pour ce qui ressemblait à une autre mini-présentation pour investisseurs. Et derrière lui, en lettres bleues géantes,
on lisait « L'avenir de la confiance financière ». Ryan Belmont. Mon moteur, mes années, mon travail, son nom. Quelque chose en moi est devenu très calme après cela. J'ai tapé en retour « Merci ». Supprime ce message. Puis j'ai fermé les yeux, respiré un coup, et laissé le temps continuer sa course. À 23h57, Tessa m'a envoyé un message disant que l'article était en ligne et programmé. À 23h58, mon avocat a confirmé que le dossier du conseil avait été livré numériquement et physiquement. À 23h59, le site de Ledger North était en ligne en mode furtif. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la neige tomber entre les immeubles, et j'ai pensé au premier hiver où j'avais construit Finard à partir d'une table pliante et d'un serveur emprunté. J'ai pensé à toutes les pièces où l'on m'avait dit de sourire davantage, de simplifier davantage, de reculer davantage, de faire davantage confiance. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais accepté d'être diminué pour maintenir la paix. Minuit est arrivé doucement. Puis mon téléphone a explosé. D'abord, une chaîne de notifications de mails, puis des SMS, puis des appels manqués s'accumulant si vite que l'écran était flou. L'article de Tessa est sorti exactement à minuit. Le titre était brutal dans sa simplicité, un cadre de Finard accusé d'avoir présenté le moteur de risque exclusif de sa sœur comme une innovation de l'entreprise. L'article contenait des preuves chronologiques, des documents internes, des supports pour investisseurs, des validations d'experts et une déclaration de mon conseil confirmant une action formelle. Cela ne se lisait pas comme un potin. Cela se lisait comme la gravité. Une minute plus tard, la déclaration de lancement de Ledger North était publiée publiquement avec mon nom comme fondatrice et architecte en chef. À minuit 4, la première déclaration des investisseurs tombait. À minuit 6, Ryan a appelé. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. La première chose que j'ai entendue, c'était du bruit. Des voix, du verre, des pas, le son inimitable d'une pièce qui s'effondre socialement en temps réel. Puis Ryan, essoufflé et furieux, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je me souviens avoir regardé mon reflet dans la fenêtre sombre en répondant, « J'ai dit la vérité. » Il a commencé à hurler immédiatement. Diffamation, malveillance, famille, timing, Noël. Il saisissait chaque mot moral disponible parce que les faits n'étaient plus de son côté. Puis j'ai entendu mon père en arrière-plan demander ce qui se passait, et ma mère prononcer mon nom comme s'il venait de devenir dangereux dans sa bouche. À minuit 11, mon père m'a appelé depuis son propre téléphone. J'ai répondu parce que je voulais entendre qui il était quand Ryan ne racontait plus le monde pour lui. Sa voix tremblait. « Sophie, a-t-il dit, qu'est-ce qu'il y a aux informations ?» Il y avait toute une vie dans cette question. Pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pas, est-ce que Ryan a fait ça? Pas, est-ce que ça va? Juste la confusion stupéfaite de personnes qui ont confondu si longtemps le confort avec la vérité qu'elles ne peuvent plus reconnaître la réalité quand elle finit par entrer sans y être invitée. Je lui ai dit de lire l'article en entier avant de me dire un autre mot. Ma mère a pris la ligne ensuite, pleurant déjà, demandant pourquoi je ferais cela ce soir, de toutes les nuits. J'ai dit, parce que Ryan pensait que ce soir le protégerait. Puis j'ai raccroché. D'autres appels sont arrivés. Investisseurs, anciens collègues, journalistes, 2 membres du conseil, une femme de la conformité qui a simplement envoyé par SMS, je le savais. Et sous tout cela, il y avait une étrange douleur que je n'avais pas prévue. Pas du regret, quelque chose de plus difficile à catégoriser. Du deuil, peut-être, pour la mort finale du fantasme selon lequel ma famille finirait par se corriger d'elle-même sans y être forcée. Les histoires de vengeance sont satisfaisantes quand on les raconte en une phrase. Dans la vraie vie, la victoire arrive en portant un cadavre. À 1h du matin, la déclaration d'urgence de Finard était publiée. À 1h20, Ryan avait supprimé ses réseaux sociaux. À 2h, le conseil l'avait suspendu en attendant l'enquête. Je me suis assise sur mon canapé dans le noir, mes chaussures toujours aux pieds, et j'ai réalisé que personne ne m'avait posé la question qui importait vraiment, combien de fois avais-je essayé de résoudre cela discrètement avant d'enflammer le mensonge? Les 72 heures suivantes furent pires pour Ryan que tout ce que j'aurais pu inventer.
Parce que l'humiliation publique est une chose, mais les conséquences institutionnelles en sont une autre. Le conseil de Finard a agi avec la célérité des gens qui comprennent soudain que leur propre nom pourrait être associé au désastre. Le jour de Noël, Ryan a été placé en congé administratif immédiat. Le lendemain matin, le plus grand partenariat potentiel de l'entreprise gelait les négociations. En une semaine, 2 groupes d'investisseurs menaçaient d'actions en justice pour fausses déclarations lors des levées de fonds. Chaque petit raccourci confiant que Ryan avait pris pour transformer mon travail en son récit est devenu un chemin de miettes menant tout droit à sa propre chute. Il a d'abord essayé des excuses à la mode, soigneusement rédigées, vagues, exsangues. Une déclaration sur LinkedIn à propos de « problèmes de communication », d'environnement de développement partagé, et de « profonds regrets » sur la façon dont certaines contributions avaient pu être perçues. Cela a tenu 38 minutes avant que la réaction ne l'oblige à supprimer. Puis vint la deuxième version, écrite par quelqu'un assez intelligent pour savoir qu'il n'avait plus de place pour le brouillard. Il a admis qu'il avait présenté un travail dérivé de mon architecture. Il a admis qu'il m'avait exclu des conversations stratégiques. Il a même admis que des dynamiques familiales personnelles avaient façonné des décisions professionnelles. Ce qu'il ne disait toujours pas, c'était la vérité centrale, qu'il avait compté sur mon silence parce que j'étais de la famille et parce que les femmes sont si souvent entraînées à confondre discrétion et dignité. La partie qui a satisfait les gens le plus était celle dont je m'étais le moins occupé. Une fois l'histoire sortie, d'autres ont commencé à parler. Un ancien chef de produit a décrit l'habitude de Ryan d'emprunter des cadres de travail en réunion et de les reformuler comme une « synthèse de direction ». Une directrice de conformité a détaillé comment le personnel féminin était régulièrement invité à être « plus collaboratif » lorsqu'il contestait l'attribution des mérites. Un ingénieur junior a envoyé à Tessa d'anciennes captures d'écran Slack où Ryan faisait référence à moi comme étant « fondatrice », brillante mais trop émotionnellement rigide pour passer à l'échelle. Il n'y a rien de plus dangereux pour une fraude polie qu'un micro tendu vers des modèles répétitifs. Pour la semaine du Nouvel An, Ryan n'était plus un cadre incompris sous pression. Il devenait ce qu'il avait toujours le plus craint, un exemple à ne pas suivre. Sa vie personnelle s'est brisée presque aussi vite. Sa femme, Elise, a quitté leur appartement à Chicago avec leur fils après que les avocats ont commencé à appeler la maison. Elle m'a envoyé plus tard un court message auquel je pense encore. Je suis désolée d'avoir cru à la version de toi qu'on m'avait donnée. Mes parents, qui avaient passé des années à traiter l'ambition de Ryan comme une preuve de destin, se sont soudainement retrouvés exclus des cercles mêmes qu'ils utilisaient pour impressionner les gens. Des amis qui louaient autrefois son dynamisme l'appelaient désormais imprudent. Des hommes auprès de qui mon père se vantait sur les terrains de golf ne répondaient plus à ses messages. Les photos de Noël de ma mère ont disparu de son compte. Cette partie n'aurait pas dû m'importer. Mais je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti en voyant l'architecture sociale qu'il chérissait plus que l'honnêteté se fissurer sous le poids des faits réels. Et pourtant, l'histoire n'est pas devenue simple. Finard a annoncé des licenciements la 2e semaine de janvier. Pas un effondrement total, mais assez pour transformer la célébration en cendres dans ma gorge. Ce n'était pas eux qui m'avaient volé. Beaucoup avaient fait du bon travail sous une mauvaise direction. J'ai passé 2 jours entiers au téléphone avec mes cofondateurs chez Ledger North pour créer une voie d'embauche prioritaire pour le personnel déplacé de Finard en ingénierie, en analyse réglementaire et en infrastructure client. Nous ne pouvions pas sauver tout le monde. Cela m'a hanté, mais nous avons agi assez vite pour récupérer 11 personnes en un mois, dont une mère célibataire à Lille qui m'a appelé en pleurant après avoir signé son offre, car elle était certaine de perdre son logement. C'est là que le véritable coup émotionnel est arrivé. Non pas de Ryan, ni de mes parents, mais des spectateurs, ceux qui se trouvaient dans les éclaboussures quand le navire a fini par se briser. J'avais su que la vérité ferait plus de mal que le menteur. Le savoir en théorie n'est pas la même chose que lire les messages de personnes dont le loyer est soudainement devenu incertain. J'ai aidé là où je pouvais, lettres, introduction, références, pont financier direct dans 2 cas via un fonds de secours discret que nous avons mis en place sans publicité. Certaines nuits, pourtant, je reste éveillée à me demander s'il y avait une version de la justice qui aurait épargné plus de gens. Je ne le crois pas. Mais l'incertitude fait partie du prix de la conscience.
Quiconque vous dit que la vengeance semble propre n'en a jamais eu une qui comptait. Ryan m'a rappelé 2 semaines après le Nouvel An. Pour la première fois de sa vie, il ne semblait pas stratégique. Il semblait dépouillé. Il avait démissionné depuis, avec effet immédiat, le conseil se préparant à poursuivre des actions en recouvrement liées à la rémunération et à l'exposition due aux fausses déclarations. Il m'a dit qu'il avait vendu l'appartement. M'a dit qu'Élise avait demandé la séparation. M'a dit que nos parents étaient dévastés. Puis il a dit la phrase que j'avais attendue pendant des années et n'ai trouvé aucune joie à entendre. Je savais que tu resterais silencieuse parce que tu as toujours protégé la famille plus que moi. Je n'ai pas répondu pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai dit, non, Ryan. J'ai protégé l'illusion plus longtemps que je n'aurais dû. Il a pleuré après cela. De vrais pleurs, pas une performance. J'ai écouté parce que je voulais savoir si le remords sonnait différemment de l'effondrement. C'était le cas. Le remords est moins intéressé par le fait d'être réconforté. Il a dit qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à sentir que la pièce changeait quand j'y entrais. Comme si ma compétence prenait l'oxygène de son ambition. Alors tu aurais dû bâtir ton propre air, ai-je dit, et non apprendre à respirer avec mes poumons. En février, les poursuites étaient réelles. Finard a conclu des règlements confidentiels avec plusieurs parties. Ryan a fait face à des expositions civiles séparées. Son nom, autrefois introduit avec admiration, portait désormais le silence particulier réservé aux gens devenus radioactifs dans les cercles d'élite. Mes parents voulaient une réconciliation familiale immédiate. Évidemment, le désastre pousse toujours ceux qui permettent le mal à réclamer une cérémonie rapide. Ma mère a laissé des messages vocaux en pleurant sur le fait que rien de tout cela ne valait la peine de se perdre. Mon père a demandé si la victoire publique m'avait rendue heureuse. Je n'ai jamais répondu à cette question directement, car le bonheur n'avait jamais été le but. Le but était que je ne mourrais pas en regardant quelqu'un d'autre porter ma vie comme un costume taillé pour lui. Le succès est arrivé plus vite que la guérison, ce qui est une autre vérité que les gens annoncent rarement. Ledger North a grandi parce que le moteur fonctionnait, parce que les clients répondaient à la précision, parce que la confiance a toujours une valeur marchande lorsqu'elle est offerte avant que le langage marketing n'arrive. Au printemps, nous avions signé avec des groupes bancaires régionaux dans le Nord, en Île-de-France et en Provence. À l'été, nous étions en discussion avec un partenaire d'infrastructure de Crédit National. Mon visage est apparu dans des magazines que je ne lisais jamais auparavant. Des panels m'ont invité à parler des femmes dans la fintech, de la visibilité des fondatrices, de l'éthique dans la mise à l'échelle de l'innovation. Et partout où j'allais, une version de la même confession me trouvait, une femme dans la conformité dont le manager masculin présentait constamment son travail comme une amélioration d'équipe. Une architecte de données de 53 ans à qui l'on disait qu'elle était brillante, mais plus assez tournée vers les clients, pour diriger. Une fondatrice évincée de sa propre entreprise après avoir appris à son co-exécutif plus jeune tout ce dont il avait besoin pour la remplacer. Mon histoire a cessé de m'appartenir uniquement. C'était à la fois un fardeau et un baume, mais la vie privée avançait plus lentement. Ryan n'a pas rebondi. Il a déménagé à Lyon, a loué un 2 pièces au-dessus d'un cabinet dentaire et a pris un rôle d'opération de niveau débutant dans une entreprise de logiciels de logistique de taille moyenne où personne ne se souciait de savoir qui était sa sœur. Il m'a envoyé un SMS une fois après son premier jour, j'ai passé 8 heures à mettre à jour des tableaux de bord pour un homme qui a 28 ans. J'ai répondu, bien. Apprends quelque chose. C'est devenu la forme de notre contact pendant un moment, clairsemé, honnête, sans performance. Il a commencé une thérapie 2 fois par semaine. Je le sais seulement parce qu'il me l'a dit lui-même, maladroitement, comme une confession, sans attente. Il a dit que le thérapeute lui avait demandé pourquoi l'admiration comptait plus pour lui que l'intégrité. Il a dit qu'il n'avait pas de bonne réponse. Je l'ai cru. Mes parents ont été plus difficiles. La honte les rendait sentimentaux, et la sentimentalité n'est souvent que du déni dans des vêtements plus élégants. Ils voulaient des brunchs, de longues discussions, des vacances restaurées, des photos pour prouver la survie. J'ai refusé toute tendresse mise en scène. Je les ai rencontrés une fois en avril dans un restaurant calme à Lyon et j'ai dit ce qui aurait dû être évident des années plus tôt,
la raison pour laquelle cela semble tragique pour vous maintenant, c'est parce que l'humiliation est visible. Le mal, lui, était visible pour moi tout le temps. Mon père a fixé ses mains pendant la majeure partie de cette conversation. Ma mère a pleuré à mi-chemin et a demandé si je pouvais au moins admettre qu'ils avaient été manipulés, eux aussi. C'est là que j'ai enfin dit quelque chose que j'avais avalé pendant une décennie: être facile à manipuler n'est pas la même chose qu'être innocent quand la manipulation vous profite. Elle ne savait pas quoi faire de cette phrase. Lui non plus. Et pourtant, malgré tout, la vie continuait de superposer de la tendresse dans les espaces que la destruction avait vidés. Ma nièce Emma a trouvé le chemin vers moi en premier. Elle avait 13 ans à l'époque, assez âgée pour remarquer qui disparaissait des histoires familiales, et assez intelligente pour demander pourquoi. Un samedi en juin, j'ai reçu un mot écrit à la main dans le courrier. Pas d'adresse de retour, comme des années plus tôt quand elle m'envoyait des dessins en secret. À l'intérieur, il y avait une page pliée qui disait « Je ne pense pas que tu étais le problème. Tu me manques. Si je t'envoie un SMS, est-ce que ça rendra les choses pires ?» Je me suis assise à ma table de cuisine avec ce mot et j'ai pleuré plus fort que la nuit où l'article a été publié. Non pas parce que cela m'a brisé, mais parce que cela prouvait qu'un fil avait survécu. J'ai envoyé un SMS au numéro qu'elle avait glissé au bas de la page. Elle a répondu en moins de 30 secondes. Nous avons commencé lentement. Musique, école, livres, observations sarcastiques sur les adultes. Finalement, elle m'a dit que Ryan s'était excusé auprès d'elle aussi. Pas pour le scandale en lui-même au début, mais pour lui avoir appris, sans le vouloir, que l'amour dans notre famille était quelque chose que l'on méritait en étant utile à la personne la plus bruyante de la pièce. Cette phrase est restée avec moi. Peut-être parce qu'elle nommait aussi mon enfance. À la fin de l'été, Emma passait un samedi par mois avec moi à Lyon. Nous cuisinions, marchions sur le marché, débattions sur des films, et évitions soigneusement de transformer chaque visite en leçon morale. Parfois, la réparation ne commence que lorsque vous cessez d'utiliser les gens comme témoins de votre douleur. Elle m'a regardé un jour autour d'un café et a demandé « Est-ce que tu le détestes ?» Parlant de Ryan ? J'ai longuement réfléchi avant de répondre « Non. Je déteste ce qu'il a pratiqué jusqu'à ce que cela devienne son réflexe. » Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens immédiat. Professionnellement, j'ai essayé de convertir ce qui m'est arrivé en structure, pas en mythe. Chez Ledger North, chaque contribution majeure était consignée visiblement. Les protocoles d'attribution étaient formalisés. Les panels de promotion exigeaient des preuves documentées, pas seulement un récit exécutif. Le mentorat pour les femmes de plus de 40 ans n'était pas une initiative secondaire. C'était intégré aux attentes de leadership. Je n'étais pas intéressée par le fait de devenir une femme de plus célébrée pour avoir survécu à une machine qu'elle laisse ensuite inchangée pour les autres. Si l'histoire avait un sens, elle devait devenir une politique quelque part. Pourtant, il y avait des nuits où la solitude revenait sans prévenir. Non plus la solitude de l'exclusion, mais la solitude de devenir la personne qui a dit la vérité et qui a dû vivre en devenant l'incarnation. Les gens ont commencé à m'appeler « courageuse », comme si le courage était une esthétique plutôt qu'une blessure qui s'était correctement calcifiée. Ces nuits-là, je regardais la vieille photo d'il y a des années, tout le monde souriant autour de mon îlot de cuisine, et je me laissais pleurer. Non pas parce que je voulais retrouver cette famille exacte, mais parce que j'avais un jour travaillé si dur pour mériter quelque chose pour lequel personne ne devrait avoir à passer une audition, l'amour, la reconnaissance, une place, un foyer. Le temps ne guérit pas tout. Ce qu'il fait, si vous êtes chanceux, c'est séparer votre valeur des mains qui l'ont mal mesurée. Le Noël suivant est arrivé avec moins de drame et plus de vérité, ce qui s'est avéré être plus difficile par certains aspects et plus doux par d'autres. Je ne suis pas allée chez mes parents le soir de Noël. Personne ne m'a demandé de venir. C'était un progrès. À la place, j'ai organisé le dîner dans mon appartement à Lyon pour un petit groupe choisi, 2 premiers employés de Ledger North, un ancien analyste de Finard qui s'était magnifiquement reconstruit après les licenciements, Emma, et plus tard dans la soirée. Après beaucoup de discussions et sans cérémonie, Ryan. Non pas parce que tout était réparé, non pas parce qu'il avait mérité une restauration en un an,
simplement parce que certaines conséquences sont mieux servies, non par l'exil, mais par la proximité avec la vie que vous avez endommagée et que vous ne contrôlez plus. Il est arrivé avec une tarte de la boulangerie du coin et la posture prudente d'un homme qui avait enfin appris que l'entrée est un privilège, pas un droit de naissance. Il semblait plus âgé, pas ruiné, juste marqué par les intempéries, moins poli autour des yeux. Il a serré Emma dans ses bras en premier, puis est resté maladroitement sur le pas de ma porte jusqu'à ce que je m'écarte. Entre, ai-je dit. Aucune musique n'a enflé. Aucun miracle n'a eu lieu. Il a aidé à mettre la table. Il a demandé où je rangeais les couverts de service. Il a écouté plus qu'il n'a parlé. À un moment donné, il a ri de quelque chose qu'Emma a dit, puis a immédiatement eu l'air coupable d'avoir ri trop facilement. Je comprenais ce sentiment mieux qu'il ne l'imaginait. Quand une famille a été brisée comme il faut, même la joie entre dans la pièce avec prudence. Après le dîner, pendant que les autres débarrassaient les assiettes, Ryan et moi nous sommes retrouvés seuls près de la fenêtre du balcon pour la première fois depuis des mois. La neige tombait encore, presque exactement comme l'année précédente. Il m'a demandé si j'avais déjà regretté d'avoir géré cela en privé. Une dernière tentative de comprendre le désastre de l'intérieur. Je lui ai dit la vérité, j'aurais aimé que tu m'offres une solution privée quand je t'en ai supplié. Il a hoché la tête une fois, les yeux sur la vitre. Puis il a dit, je commence à comprendre que je n'ai pas seulement volé du travail. J'ai volé du contexte. J'ai fait croire à tout le monde que ta valeur était optionnelle. C'était la phrase la plus honnête qu'il ait jamais prononcée à mon égard. Plus honnête, d'une certaine manière, qu'un « je suis désolé ». J'ai répondu « oui », et reconstruire après cela prend plus de temps qu'une disgrâce publique. Il a dit « je sais ». Pour une fois, j'ai pensé qu'il pouvait vraiment le penser. Mes parents sont venus le jour de Noël uniquement pour le café. 1 heure, pas de photos, pas de discussion sur le fait de laisser le passé derrière nous. Ma mère a apporté un poinsettia maladroit, et mon père n'a rien apporté, ce qui semblait presque plus approprié. Ils étaient assis sur mon canapé comme des visiteurs dans une maison qu'ils avaient autrefois supposée être toujours la leur, émotionnellement. Nous avons parlé de l'école d'Emma, de la météo sur la côte, de l'expansion de Ledger North. Puis mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais attendu. Il a regardé Ryan, puis moi, et a dit « J'ai confondu charisme et caractère ». Il ne l'a pas enrobé. Il n'a pas demandé à être réconforté. Ce n'était pas assez pour effacer quoi que ce soit, mais c'était la première phrase d'adulte que j'entendais de lui depuis des années. Ma mère a pleuré doucement à côté de lui mais n'a pas interrompu. S'être tenu de sa part était sa propre petite révolution. Quand ils sont partis, Emma est restée pour m'aider à nettoyer. Elle a demandé si c'était ça, le pardon.